Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous rejoindre pour cette première émission thématique de l'été, première d'une série de 9 émissions thématiques, première qui portera sur l'Italie et pour laquelle nous recevons Marc Lazare. Marc Lazare, bonjour. Bonjour. Cette émission thématique, comme les 8 qui vont la suivre, est soutenue financièrement et moralement par la compagnie d'assurance MMA, financièrement parce qu'elle contribue au financement de sa production et moralement parce qu'elle fait connaître cette émission à ses clients et aussi à ses employés. Mais cette émission est également soutenue par les abonnés, ceux qui ont choisi, en se rendant sur notre site, de prendre un abonnement mensuel, trimestriel, annuel ou de soutien, et que nous remercions selon une tradition désormais bien établie. Et c'est Marc-Olivier Padis, directeur des études de Terra Nova, qui commence. Oui, ma gratitude va aujourd'hui à Archibald Nemelin, Olivier Weiss, Nadia Gerstenkorn, et Brigitte Zanda. Lucille Schmitt, comité de rédaction de la revue Esprit. Oui, alors d'abord excusez-moi si j'écorche certains noms. Donc Odile Finidori est infiniment remerciée, Marc Benaïm aussi, Brigitte Elling et Laurent Chouraki également. Marc Lazare. C'est à mon tour de remercier Maxime Mouillot, Charles Fourmeau, Philippe Coutelas et Patrick Poncet. François Bujon de l'Étang. Et moi je remercie Adrien Turgis, Émilien Gasque, Gwendoline Dard et Jean-Guillaume Bayada. Pour ce qui me concerne, je remercie Armand Éloi, Juliette Dubroca, Elisa Lenry et Bruno Pépin. Venons-en, si vous voulez bien, au sujet de cette émission thématique, l'Italie, avec vous, Marc Lazare, qui est donc professeur des universités en histoire et en sociologie politique à Sciences Po et à la LUISS de Rome. Vous dirigez le groupe de recherche pluridisciplinaire sur l'Italie contemporaine au CERI et vous êtes depuis 2014 le directeur du Centre d'histoire de Sciences Po Paris. Vous êtes pas seulement un spécialiste de la péninsule, vous l'êtes aussi de l'extrême gauche. Vous avez dirigé l'Italie contemporaine de 1945 à nos jours, que Fayard a publié en 2009, et l'Italie des années de plomb, 1969-1982, qui avait été publié par Autrement en avril 2010. Vous l'aviez fait en collaboration avec Marianne Matar-Bonucci. Depuis les élections législatives du 4 mars dernier, l'Italie traverse une zone de turbulence politique car la loi électorale adoptée en 2017 n'a pas permis à une majorité parlementaire de se dégager. 2 forces politiques ont émergé de ces élections au détriment des partis traditionnels comme le Parti démocrate, totalisant à elle seule 69% des voix. L'extrême droite, emmenée par la Ligue de Matteo Salvini et le mouvement 5 étoiles de Luigi Di Maio, sont sortis vainqueurs et ont dû composer. Ils ont désigné le juriste Giuseppe Conte comme chef du gouvernement, mais cette désignation est intervenue après que Sergio Mattarella, le président de la République, a opposé son veto à la nomination de Paolo Savona, un eurosceptique convaincu, au ministère des Finances, estimant que cette nomination allait à l'encontre des principes de l'Union européenne, lesquels sont inscrits dans la constitution du pays. Sergio Mattarella avait confié à Carlo Cottarelli, ancien économiste du FMI et grande figure de l'austérité budgétaire, la formation d'un gouvernement de techniciens qui s'est vu refuser le vote de confiance au Parlement, ne survivant que quelques heures sur la scène politique italienne. Après de nouvelles négociations, Giuseppe Conte a finalement pu se présenter avec un nouveau projet de gouvernement, approuvé cette fois par Sergio Mattarella, et Giuseppe Conte a été investi le 31 mai dernier. Cette relative stabilisation politique a rassuré les marchés mondiaux, notamment après que le nouveau ministre de l'économie, Giovanni Tria, a déclaré qu'il n'envisageait pas une sortie de l'euro. Mais ce gouvernement, populiste, largement europhobe, doit son succès en partie à la précarité économique d'une Italie divisée depuis toujours entre un nord prospère et un sud miné par le chômage et à la fuite des jeunes. Mais la crise économique n'est pas la seule responsable. L'importante vague migratoire qui touche le pays a participé à la montée des forces populistes et anti-système. Début juin, le gouvernement a dû faire face à sa première crise interne,
alors qu'un scandale de corruption éclatait à Rome. L'affaire a éclaboussé le mouvement Cinque Stelle et dont le mot d'ordre durant la campagne était « honnêteté, honnêteté, honnêteté ». La presse a réagi avec d'autant plus de véhémence aux affaires touchant le mouvement 5 étoiles que celui-ci est né du rejet des classes politiques corrompues et qu'il promettait l'émergence d'une nouvelle vie politique plus transparente. Le gouvernement est attendu sur les questions migratoires, alors qu'en juin, Matteo Salvini, le nouveau ministre de l'Intérieur, invoquant le manque de solidarité européenne, a réussi à faire accoster l'Aquarius qui transportait 630 réfugiés sur les côtes espagnoles. Cette nouvelle politique italienne, qui refuse catégoriquement de servir de terre d'accueil aux réfugiés, a également mis en exergue de nombreuses divisions européennes sur la question. La nouvelle politique italienne ne cause pas seulement des soucis à l'Europe, elle déplaît également à Berlin, qui est inquiet de voir l'Italie faillir à ses engagements budgétaires et mettre en péril la zone euro. Bref, dans la situation que j'ai brièvement décrite de manière très incomplète, Marc Lazare, qu'est-ce qu'on peut penser de la cohésion interne de cette coalition née des élections de mars et qu'est-ce qu'on peut penser de la position de l'Italie sur la scène internationale? Vous n'êtes pas obligé de répondre à ces deux questions d'un seul coup, ni même à l'une de ces deux d'un seul coup. Marc Lazare. Merci de cette introduction. Je crois qu'il faut d'abord prendre la mesure de ce qui se passe en Italie autour de deux idées. D'abord, c'est un moment politique particulièrement important et c'est un moment particulièrement inédit. Important parce que je crois que l'Italie est en train de vivre son second grand Big Bang politique en l'espace de un quart de siècle, depuis 1994. Je crois qu'il faut faire ce petit rappel historique qui permet de mieux comprendre ou d'essayer de mieux comprendre ce qui se passe actuellement. 1994, c'est l'écroulement de ce qu'on a appelé la Première République en Italie. La fin de la plupart des partis traditionnels, la démocratie chrétienne, les partis qui lui étaient alliés, qui avaient gouverné l'Italie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est la métamorphose des partis qui étaient à l'opposition, le mouvement social italien néofasciste et le Parti communiste italien, le plus puissant parti communiste d'Europe occidentale. Et c'était déjà l'émergence de la Ligue Nord, à l'époque, on l'appelait comme ça, qui avait été fondée en 1991, et d'autre part, bien évidemment, de Forza Italia de Silvio Berlusconi. Ça, c'est vraiment le premier grand tremblement politique qui a caractérisé l'Italie. Et celui auquel on assiste aujourd'hui, c'est le deuxième Big Bang, celui de 2018, des élections du 4 mars, dont vous avez rappelé les principales caractéristiques, c'est-à-dire non seulement la montée en puissance de la Ligue, plus de 17% des voix, et d'autre part, du mouvement 5 étoiles, plus de 32,6% des voix. Et inversement, la marginalisation de Forza Italia, toujours dirigé par Silvio Berlusconi, et du Parti démocrate du centre-gauche, qui a été en dessous de moins de 20% des suffrages. C'est donc une deuxième grande phase, on pourrait peut-être dire l'émergence de la Troisième République, sachant que c'est une formule journalistique, puisque la Constitution n'est pas changée. C'est un moment inédit, parce qu'on a, dans un des pays fondateurs de la communauté européenne, un des 6 fondateurs, au lendemain, enfin dans les années 50, au pouvoir, dans ce pays, 2 formations qu'on caractérise, pour aller vite, mais il faudra peut-être y revenir dans la discussion, de populistes et d'antisystèmes. Et des forces politiques qui, a priori, ça je rappelle parce que c'est un élément très important, n'étaient pas alliées pour gagner le pouvoir. Elles étaient opposées. La Ligue était dans une coalition dite de centre-droit, donc avec Forza Italia et un parti qu'on peut quasiment qualifier de fasciste, Fratelli d'Italia, les Frères d'Italie, une toute petite formation centriste, Noi con l'Italia, nous avec l'Italie, tandis que le mouvement 5 étoiles faisait la course de son côté. Elles ont dû s'allier, ces forces. Et bien sûr, il faudra revenir là-dessus. C'est un mariage de la carpe et du lapin. Ils ont beaucoup de divergences programmatiques, beaucoup de divergences politiques. Ils ont aussi quelques intérêts communs. Et c'est donc un attelage particulièrement difficile. Et la grande originalité de ce gouvernement, qui s'est constitué, le deuxième, celui du gouvernement de Conte, c'est qu'il a été précédé par l'écriture d'un contrat de gouvernement entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles, qui constitue un copier-coller de 2 programmes où il y a beaucoup d'éléments de divergence, mais aussi quelques éléments communs, avec un président du Conseil qui sort de nulle part, qui est un cher collègue, professeur de droit à l'université de Florence, et qui se retrouve comme sans doute le premier président du Conseil aussi affaibli depuis 1994. Tous les présidents du Conseil sont remontés plus loin dans l'histoire depuis 1994. Au terme d'ailleurs d'un des articles de la Constitution, c'était eux qui déterminaient la politique de leur gouvernement. Or ici,
d'une formule que je pourrais qualifier d'un peu assassine. Giuseppe Conte, c'est le notaire du contrat de gouvernement qu'il n'a pas rédigé lui-même. Il n'a pas de parti, il n'a pas de soutien parlementaire, il n'a pas d'expérience politique. Mais ce à quoi on assiste depuis quelques jours, c'est à sa tentative de se créer un petit espace de manœuvre, en particulier en s'appuyant sur le président de la République française. Lucile Schmitt. Oui, merci Marc Lazare de ce rappel. Moi, je voulais revenir sur ce que vous dites souvent, c'est-à-dire qu'en fait, l'Italie est une sorte de laboratoire démocratique et par les complexités de sa vie politique, nous dévoile en fait peut-être des évolutions qui la dépassent et qui au fond sont des évolutions européennes. Et en ce sens, ça serait intéressant que vous nous expliquiez comment ces éléments de coalition qui nous semblent si étrangers en France renvoient à peut-être des élans au sein des opinions publiques qui sont très forts. Moi, j'ai été très marquée pendant la campagne électorale du mouvement 5 étoiles par la force prise par exemple par la question du revenu de base, c'est-à-dire au fond une mesure extrêmement concrète et en même temps profondément irréaliste qui a permis sans doute à ce mouvement de capitaliser. Et il y a en ce moment au sein de l'Union européenne une sorte de mouvement dynamique en fait en faveur de cette proposition qui est considérée comme irréaliste partout mais qui s'acquiert comment dirais-je le soutien notamment des jeunes avec l'idée qu'au fond le monde du travail, la question du chômage est une question durablement posée au niveau européen. Comment est-ce que l'Italie nous montre la voie, quelque part, par rapport au débat politique que nous n'avons pas ou que nous qualifions d'irréaliste, de théorique, et comment est-ce que ça peut nous inspirer par rapport à la vie politique européenne et française ? Marc Lazare. Alors, il y a plusieurs aspects dans votre intervention. La première, c'est effectivement une problématique que je défends depuis longtemps. C'est que l'Italie est un laboratoire européen et pour essayer de sortir de cette perception qu'on a très souvent hors d'Italie, qu'elle est une anomalie. Plus exactement, les Italiens ont souvent pensé qu'ils étaient eux-mêmes une anomalie. Tous les chercheurs américains et britanniques ont défendu cette position, sous-entendu le meilleur modèle, et c'est ou le modèle britannique ou le modèle américain. Et par conséquent, l'Italie d'ailleurs, comme la France ne rentrant pas là-dedans, c'est des anomalies. Et les Italiens l'ont aussi donc intégré. Or, moi, je pense qu'effectivement, ce qui se passe en Italie est un laboratoire, ou alors, pour employer une expression peut-être un peu plus neutre, parce qu'en sciences humaines et sociales, c'est difficile de faire des expériences, je dis un sismographe qui enregistre les secousses qui se répandent ensuite dans l'ensemble de l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'il y a une fragilité de ce pays. Il y a une fragilité liée à son histoire récente, liée à son système institutionnel, liée à ses diversités sociales et culturelles dans la péninsule. Il y a multiples facteurs. Mais ce que je constate, c'est qu'elle enregistre effectivement les premières secousses. On pourrait penser à Berlusconi, qui a été une des premières inventions du populisme d'entrepreneurs. Et il a quand même fait des émules, y compris de l'autre côté de l'Atlantique. Et il fait maintenant des émules en République tchèque, en Slovaquie, c'est-à-dire ces hommes d'affaires qui considèrent qu'il n'y a pas d'autonomie du politique et qu'on peut régler facilement un certain nombre de questions. L'Italie est une terre d'expérimentation des populismes. Le populisme régionaliste de la Ligue du Nord est maintenant un populisme d'extrême droite, puisque cette Ligue du Nord s'est transformée en Ligue nationale. Et un populisme absolument inclassifiable dans la cartographie des populismes européens, qui est celui du mouvement 5 étoiles, ni de gauche ni de droite. Ça pourrait évoquer quelque chose, et on peut en discuter dans certaines comparaisons qu'on peut esquisser avec la République en marche, j'ose cette provocation, effectivement qui a connu un grand développement par l'horizontalité de sa forme d'organisation, notamment par les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils ont compris les premiers que la révolution du numérique est en train de transformer complètement le rapport des citoyens à la politique et la verticalité de leurs dirigeants. Et donc, effectivement, on a là une terre d'expérimentation. Alors, pour le deuxième aspect de votre question, le mouvement 5 étoiles, effectivement, est un mouvement qu'il faut bien comprendre qui est post-idéologique, qui est pragmatique, qui peut dire une chose et quasiment son contraire dans les mois qui suivent. Il a été violemment anti-européen et depuis quelque temps, il a mis de l'eau dans son Chianti, si j'ose dire, pour expliquer que par rapport à l'Union européenne, quand même, on pourrait avoir une autre attitude. Et par exemple, Luigi Di Maio, son dirigeant actuel, ne dit plus qu'il faut organiser un référendum sur l'euro, quand bien même Beppe Grillo, le fondateur du mouvement 5 étoiles, lui rappelle régulièrement que quand même, c'est dans l'ADN du mouvement. Et l'un des grandes revendications, vous avez raison, ça a été cette
cette idée du revenu de citoyenneté à 780 €, normalement un revenu qui devrait être distribué aux familles les plus pauvres, qui est une formule qui est sans doute celle qui lui a permis de conquérir cet électorat du sud de l'Italie, l'électorat méridional. Ce qui était pas... en 2013, le mouvement 5 étoiles était déjà le premier parti politique italien. On l'oublie trop souvent, le premier parti politique. Là, il est largement la première formation. Il est toujours très bien réparti sur le territoire de l'ensemble de la péninsule, mais sa grande percée, ça a été dans le sud. Et c'est une question intéressante parce qu'effectivement, elle soulève une question qui a été soulevée dans d'autres termes avec Benoît Hamon, par exemple, dans la campagne présidentielle en France. Elle a séduit l'électorat méridional. Un certain nombre de journalistes se sont, entre guillemets, amusés à repérer que dès le 5 mars, dans nombreuses mairies méridionales, on faisait déjà la queue pour essayer de toucher le revenu de citoyenneté. Bon, manifestement, ça ne s'est pas fait. Ça sera très difficile à réaliser. Et dès maintenant, Luigi Di Maio a dit que finalement, ça mettra peut-être 2 ans pour se mettre en place, parce que c'est un coût évidemment financier dans un pays qui a 132% de dette publique et dans un gouvernement où, du côté de la Ligue, qui elle aussi a percé dans le reste de l'Italie, mais qui est surtout dans le nord, l'idée d'avoir un revenu de citoyenneté hérisse non seulement le poil de M. Matteo Salvini, le chef de la Ligue, mais aussi les électeurs du nord. Donc il n'est pas question, c'est associé à l'idée de l'assistentialisme. Mais c'est effectivement un élément important de cette campagne, ça a surgi dans le débat, et dans une partie d'Italie, Philippe Meyer le disait en introduction, mais vraiment il faut le comprendre, il y a 5 millions de pauvres en Italie maintenant. 5 millions de pauvres. Ce pays a connu 2 années de récession. Son PIB est inférieur à celui de l'Espagne. Il y a eu un appauvrissement généralisé. Le Sud est dans une situation d'abandon. Les gouvernements de centre-droit et de centre-gauche n'ont plus rien fait depuis des années. L'exode des jeunes dont vous parlez frappe particulièrement les méridionaux qui repartent vers le nord de l'Italie. C'était un mouvement qui s'était interrompu depuis les années 80 et ils repartent même en dehors de l'Italie pour essayer de trouver des activités professionnelles, surtout quand ils sont diplômés dans le reste de l'Union européenne. Il y a une situation catastrophique et où l'État, en plus, perd sa capacité de légitimité d'autorité et qui donne donc une large place à la criminalité organisée. D'où le mot d'ordre de l'honnêteté, c'était aussi le mot d'ordre de l'honnêteté par rapport à toutes les associations civiques qui existent dans le mouvement 5 étoiles. Donc la question de revenu de citoyenneté est tout à fait intéressante parce que c'est vrai qu'elle a un écho européen, elle a en même temps un ancrage méridional et elle est un sujet de divergence qui va exploser pour le gouvernement dès la loi de finances que ce gouvernement va bien être obligé de faire à l'automne. Alors, comme ça nous arrive souvent, en tout cas quelquefois, nous irons probablement à saut et à gambade, mais je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Dès qu'il s'agit de l'Italie, mais pour peu que ce pays, ce qui est le cas, je crois, pour tous les participants ici, nous soit un peu plus cher que certains autres, on cherche à voir ce qui, derrière la comédie, derrière le discours, derrière les programmes, derrière les grandes déclarations, est en train de se jouer dans les alliances avec les gens, dans les manifestations, etc. On voit déjà bien qu'à l'intérieur de cette coalition que vous avez justement qualifiée de la carpe et du lapin, les carpes et les lapins commencent, les lapins n'ont pas d'écailles et les carpes ne se voient pas pousser une petite queue charmante et blanche, mais on voit aussi des choses, et c'est là-dessus que je voudrais enchaîner. Vous avez parlé tout à l'heure de la manière dont M. Conte et le nouveau président du Conseil commencent à sortir de cette carapace de notaire qui était la sienne. C'est quand on aime le théâtre, c'est assez frappant à voir comment il entrait d'abord, qu'on avait l'impression d'un pensionnaire qui rentre le dimanche à la maison quand il allait prendre ses fonctions. Et maintenant, et notamment au dernier sommet européen de la fin juin, il y a un peu plus d'une semaine, il arrive, on dirait Brad Pitt, ou à peu près, enfin il lui manque un chirurgien, mais enfin on dirait quelqu'un qui se prend pour Brad Pitt. Et qu'est-ce qu'il peut jouer comme rôle dans cette affaire? Vous avez dit, et je crois que c'est le point important, il s'est appuyé, s'il s'appuie sur le président de la République française. Giuseppe Conte a été choisi alors qu'il est plutôt proche du mouvement 5 étoiles. Il avait participé à plusieurs colloques, à plusieurs séminaires de réflexion, au moment où le mouvement 5 étoiles avec Luigi Di Maio avait tenté et a réussi à changer un peu d'identité pour essayer de se montrer comme un mouvement respectable. D'ailleurs, Luigi Di Maio, puisque vous faisiez allusion à l'exis corporel de Conte, lui aussi, à la différence de Grillo, Hirsute, la chemise ouverte, tribun, Luigi Di Maio, qui, comme à titre de gloire, a été stadié au stade de Naples,
a toujours la cravate tout parfaitement mise, un costume de pièce tout à fait élégant, parfaitement italien, et il a voulu montrer sa respectabilité et sa crédibilité en s'entourant d'un certain nombre d'universitaires et d'experts économiques comme juridiques et politologiques. Et par conséquent, Luigi Di Maio a permis à Giuseppe Conte d'arriver à la présidence du Conseil. Matteo Salvini l'a pris en pensant que de toute façon, c'était lui qui allait diriger. C'est d'ailleurs ce qu'il tente de faire au sein du gouvernement italien. Alors, sur quoi s'appuie-t-il ? D'abord, il s'appuie sur les ministres techniques, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères, M. Moavero Milanesi, et le ministre de l'économie que vous avez cité, M. Tria. Qui sont ces ministres ? C'est des ministres qui ont été imposés par le président de la République, le président Mattarella. Donc voilà le trio en Italie qui essaye de calmer le jeu, qui essaye de respecter un rôle institutionnel, de faire en sorte... Parce qu'attention, notamment pour M. Conte, il partage un certain nombre d'idées de ce gouvernement, fussent-elles contradictoires, il va falloir éclaircir cela dans notre conversation, mais en même temps, il essaye de se donner une stature institutionnelle. D'après les informations que j'ai, lorsqu'il est venu le 15 juin à Paris, alors que Salvini lui avait dit de ne pas y aller, il a rencontré le président Macron, ils ont eu un déjeuner ensemble, il y a eu un cocktail aussi un lundi soir à Rome qui n'était pas prévu, les deux hommes commencent à bien s'entendre, ils communiquent en anglais, et de ce point de vue-là, Conte essaye de se donner une stature institutionnelle, mais c'est très fragile. Pourquoi c'est très fragile ? Parce que du jour au lendemain, la Ligue ou le Vent 5 étoiles peuvent se débarrasser de lui. Parce qu'il faut bien comprendre sur le fond pourquoi ils ont fait alliance, malgré leurs divergences. Parce qu'il fallait, à un moment donné, trouver un gouvernement. Vous avez fait allusion à ce qui s'est passé lorsque le président Mattarella a refusé le premier gouvernement Monte. Moi, j'étais à Rome cette semaine-là. Pendant une semaine, ça a été la panique à Rome. Et notamment parce que le spread, c'est-à-dire le différentiel de taux entre l'Allemagne et l'Italie, montait à toute vitesse. Il y a eu des énormes inquiétudes, y compris des petites entreprises qui soutiennent une partie de la Ligue. Et la Ligue et le mouvement 5 étoiles ont commencé à prendre conscience que si, comme ils le souhaitaient à un moment donné, ils essayaient d'obtenir la dissolution des chambres pour un hypothétique vote au cours de l'été, d'abord, c'était extraordinairement risqué d'organiser un vote en plein été parce qu'on ne savait pas qui viendrait voter, et deuxièmement, que la situation quand même de l'Italie sur les marchés financiers risquait vraiment de se dégrader fortement et que leurs électeurs allaient se retourner contre eux. Donc, il fallait trouver une formule d'accord. Et ils l'ont trouvé, donc, avec Monsieur Conte. Et par conséquent, ils ont fait ce gouvernement en sachant qu'ils ont des différences, mais il y a une idée stratégique derrière. Et cette idée, c'est qu'il y aura une rupture à un moment donné. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas si elle arrivera d'ici la fin de l'année. Je ne sais pas si elle arrivera en 2019. Peut-être même que la législature ira jusqu'au bout. Mais leur idée stratégique, c'est qu'aux prochaines élections, les Italiens aient à se prononcer entre, d'un côté, la Ligue et de l'autre côté, le Mouvement 5 étoiles, et qu'on n'entende plus parler des autres formations. C'est ça leur projet. Marc-Olivier Padis. Oui, je voulais revenir justement sur la caractérisation de ces deux mouvements. Vous avez dit tout à l'heure, on pourra approfondir d'ailleurs, mais disons en première approche, on peut dire que ce sont des mouvements anti-système. Et j'ai trouvé très intéressant que vous commenciez la discussion en repartant de 1994, parce qu'on avait déjà eu un phénomène anti-système en 1994. Alors, il y a deux choses que je ne comprends pas sur la force de ces mouvements anti-système. C'est d'abord pourquoi des mouvements anti-système continuent-ils à prospérer dans un paysage politique qui a été déjà bouleversé une fois complètement, puisque, vous l'avez dit, les communistes, les socialistes, enfin la démocratie chrétienne, tout ça avait complètement disparu. Donc est-ce que c'est un problème de politique locale ? Est-ce que c'est un problème d'un phénomène d'accélération de la vie politique ? Et puis la deuxième question que je ne comprends pas, c'est que Matteo Renzi, le précédent président du Conseil, Parti démocrate, avait voulu précisément proposer un référendum sur une réforme institutionnelle qui était censée bousculer le système, et là il a perdu le référendum. Donc je n'arrive pas à comprendre la cohérence de tout ça. Alors, la prolifération, en tout cas l'éclosion, c'est récurrente de ces formations qu'on peut qualifier d'antisystème, je crois, est liée à au moins 3 facteurs principaux. Le premier, c'est la situation économique et sociale. À partir de 2007-2008, avec la crise financière et économique, l'Italie a connu une véritable dégradation, un chômage extraordinairement élevé, même s'il faut faire des nuances régionales, et en particulier, vous l'avez rappelé Philippe, au début de la conversation, dans le Nord, c'est tout à fait différent, mais globalement, un chômage très important, un chômage considérable pour les jeunes, considérable. Quasiment un jeune sur 2 dans le Sud est aujourd'hui au chômage. Un creusement des inégalités de toute nature, sociale, de genre, territoriale,
entre Italiens et immigrés, et puis la pauvreté qui s'est véritablement diffusée, comme je le rappelais, puisque le dernier rapport de l'Istat, l'équivalent de l'INSEE, donc situe à près de 5 millions de pauvres aujourd'hui en Italie. Et d'ailleurs, quiconque va en Italie aujourd'hui s'en rend compte. Je veux dire, dans les rues, on voit des choses que nous connaissons en France depuis des années, et qu'à cause de tout le système de sociabilité familiale avait résisté en Italie. On voit maintenant des pauvres Italiens, je veux dire, et pas simplement étrangers dans les rues. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la question, évidemment, de l'immigration, qu'il faut dissocier, parce qu'elle recoupe 3 catégories qui ont été volontairement amalgamées par la Ligue et qui ont provoqué un effet de choc. Il y a d'un côté le choc migratoire de ce pays, qui a dorénavant plus de 5 millions d'immigrés réguliers, 4 fois plus qu'en 2001, dans un pays qui, pour des raisons historiques, notamment depuis le 19e siècle, avait finalement eu très peu d'immigration. Si on fait de l'histoire de la longue durée, évidemment, l'Italie était une terre de passage. Mais depuis le 19e siècle, c'est une population, entre guillemets, plus homogène, malgré sa diversité culturelle, dialectale, qui caractérise ce pays. Et donc, ça, et le tout avec un pays qui a un des plus faibles taux de natalité de toute l'Union européenne. Deuxième réalité, c'est l'immigration clandestine, qui est estimée à plus de 500 000 personnes. Ces 500 000 personnes, dont Matteo Salvini a dit qu'il allait s'en débarrasser dès qu'il prendrait le pouvoir. Bon, il n'a rien fait pour le moment, mais il n'arrête pas de le dire. Et la troisième réalité, ça a été bien sûr les mouvements de migrants venus de l'autre côté de la Méditerranée, et que l'Italie a recueillis en première ligne. Et en faisant cet amalgame, effectivement, outre les réactions de peur réelles des Italiens, tout un système de fantasmes que s'est mis en place dans la dernière enquête Eurobaromètre d'avril dernier, lorsqu'on demande aux Européens quel est leur pourcentage, d'après eux, d'étrangers sur leur sol. Les Français disent 18%, alors que nous n'avons 9% d'immigrés. En Italie, pour 8% d'immigrés, ils sont persuadés qu'il y en a 24%. Donc il y a cet énorme effet amplificateur. Et puis le troisième point, Marc-Olivier Padis, c'est le fait que ce pays, comme la France, et encore plus que la France, est caractérisé historiquement et encore plus fortement depuis ces dernières années par un phénomène de défiance politique qui est structurel par rapport à la classe politique, la casta, comme on dit en italien. La formule avait été employée par 2 journalistes italiens qui avaient fait un best-seller il y a quelques années pour dénoncer les privilèges d'ailleurs invraisemblables des élus politiques en Italie, et est devenu un succès. C'est très intéressant, d'ailleurs, ce mot est passé en Espagne chez Podemos et a été repris par Jean-Luc Mélenchon ensuite en France. Et donc cette défiance politique est fondamentale. Et c'est de ça qui explique aussi la recherche en permanence de nouveautés. Alors Matteo Renzi, c'est un cas très intéressant, parce qu'il gagne les primaires pour la désignation du secrétariat du Parti démocrate en 2013. Il règle son compte à Enrico Letta, président du Conseil et membre de son même parti en début 2014. Il a un taux de popularité considérable. Il gagne les élections européennes au printemps 2014 avec son parti à près de 40%. Et il s'engage dans une politique de très forte médiatisation, de très forte personnalisation, tentant de jouer sur une jambe que je pourrais qualifier de populiste et une jambe en même temps plus social-démocrate, même s'il n'est pas véritablement social-démocrate. Pourquoi je dis ça ? D'un côté, des critiques contre Bruxelles. Je rappelle que c'est lui qui a fait enlever le drapeau européen de tous les édifices publics pour essayer justement de capter un peu ce sentiment anti-européen qui est émergé et qui se développe de plus en plus en Italie, cet euroscepticisme, et en même temps n'arrêtant pas de se présenter comme l'héritier du fédéralisme européen si particulier à l'Italie, depuis le manifeste du Ventotene en 1941, autour des figures comme Altiero Spinelli ou Alcide De Gasperi. Donc une politique contradictoire. Et surtout, il fait des réformes qui clivent. On pourrait dire qu'il clive comme Manuel Valls a clivé à gauche, notamment sur la réforme du marché du travail et la réforme de l'école, qu'on a très mal étudiée en France, qui est une réforme qui lui a mis à dos tout l'électorat des enseignants italiens, qui était quand même une des bases du Parti démocrate. Et il s'engage effectivement dans ce référendum constitutionnel qui voulait mettre fin au bicaméralisme intégral qui caractérise ce pays et renforcer le pouvoir exécutif. Et comme les référendums précédents, il l'a perdu parce qu'il y a une coalition qui s'est rassemblée contre lui. Et cet homme, comme Silvio Berlusconi, est devenu l'objet de haine absolument considérable. Et il a remis sa démission du Parti démocrate, de la présidence du Conseil après l'échec au référendum de 2016, et il a sans doute fait l'erreur de vouloir revenir très vite. Trop vite sans doute. Et donc aujourd'hui, il est un des éléments de la crise fondamentale énorme du Parti démocrate.
François Bujon de l'Étang. C'est tout à fait fascinant, effectivement, ce très grand fiasco de Matteo Renzi qui avait suscité toutes sortes d'espérances, notamment en France d'ailleurs, où on voyait comme un élément précurseur de ce que sera plus tard le macronisme. Mais je voudrais revenir un petit peu sur... On va essayer de lire la boule de cristal avec vous, Marc Lazare. Je comprends très bien ce que vous dites en disant que cette carpe et ce lapin qui se sont alliés vont essayer de gérer au mieux avec l'idée que tôt ou tard on va se retrouver devant une nouvelle échéance électorale où il faudra choisir entre la carpe ou le lapin, mais où on ne pourra plus avoir les deux, si je vous ai bien compris. Mais alors comment vont-ils faire pour gérer tout ça? Parce qu'au fond, dans leur contrat de gouvernement, ils ont énoncé un programme budgétaire, fiscal, économique, qui est totalement ingérable, comme chacun sait. Tous les experts disent que ça va coûter 100 milliards d'euros au minimum des choses, et on ne voit pas comment on peut à la fois diminuer les recettes fiscales et augmenter les dépenses sociales. Enfin, ça, c'est la recette du désastre. Alors, y a-t-il une possibilité qu'on mette tout ça sous le tapis, qu'on ne mette absolument rien en route sur le plan économique et social en dehors de la gestion budgétaire au plus près, et qu'on se concentre sur autre chose, c'est-à-dire sur les programmes europhobes, sur les programmes concernant la migration, concernant les changements de société, enfin, sur tout ce qui est au fond plus sociétal, je dirais, qu'économique. Auquel cas, il se peut que cette alliance improbable entre Cinque Stelle et la Ligue commence une certaine urbanisation de la société italienne, par référence à Viktor Orban, bien entendu. Y a-t-il un risque qu'effectivement ceci se produise et que l'Italie s'éloigne de l'état de droit pour satisfaire, au fond, ses pulsions populistes plutôt que de s'occuper de ses problèmes économiques? Marc Lazare. C'est vrai que leur programme économique et social est totalement contradictoire, oui, puisque la Ligue insiste beaucoup sur les réductions d'impôts. C'est la formule flat tax avec deux formes d'imposition, 15 et 20%. Mais ils ont déjà annoncé que ça prendrait plus de temps que prévu et que d'autre côté, le revenu de citoyenneté est repoussé. En tout cas, pour le moment, même si ça reste comme un des objectifs. Il y a une contradiction. Ce qu'ils espèrent, quand on regarde d'ailleurs attentivement leur contrat de gouvernement, il y a toute une idée d'un peu plus d'assouplissement des contraintes budgétaires qui rejoint certaines préoccupations françaises et qui, d'après moi, explique le jeu un peu subtil dans lequel s'est engagé maintenant le président de la République française par rapport à ce gouvernement après une première réaction d'opprobre généralisé. Mais quelle est leur marge de manœuvre? Il y en a une, c'est sur le déficit, puisqu'ils ont un déficit public qui est un peu réduit, 1,9. Et par conséquent, ils peuvent éventuellement jouer sur le déficit. Mais ils ont cette dette publique considérable et ils ont effectivement cette quadrature du cercle à résoudre que vous avez rappelé. Et là, l'épreuve de vérité, elle va commencer, et vraiment, je ne peux pas vous en dire plus à ce stade, au mois de septembre, quand ils vont devoir élaborer leur loi de finances. C'est là, on va voir ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en attendant? C'est exactement ce que vous avez dit. C'est l'immigration. Et c'est pas par hasard que Matteo Salvini, immédiatement, s'est emparé de ce sujet-là, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'au moins, ils peuvent essayer de démontrer qu'ils font des choses là-dessus. Et ils les ont faites, notamment avec le bateau de l'Aquarius, avec les ports, avec cette négociation qu'ils ont engagée au sommet européen pour essayer d'obtenir la création de centres d'accueil dans différents pays européens sur la base du volontariat. Bon, ils essayent d'obtenir des choses là-dessus. On ne voit pas pour le moment ce qui peut, s'il peut se réaliser la promesse faite par Matteo Salvini d'expulser immédiatement 500 000 immigrés clandestins, pour une bonne raison, c'est qu'il y a quand même une administration en Italie. Et cette administration, elle a une double caractéristique. D'abord, il y a des hauts fonctionnaires, des grands experts qui ont commencé à expliquer au ministre Salvini, c'est des indiscrétions qui sont sorties dans la presse, que c'était quand même un peu compliqué à faire ce genre d'opération, à la fois pour des raisons logistiques, administratives, juridiques, et puis par ailleurs, il y a ce poids d'inertie qui caractérise l'administration moyenne et basse italienne, qu'il faut toujours prendre en compte, qui permet de mesurer l'écart entre les lois éventuellement adoptées, et je vous fais remarquer pour le moment, aucune loi n'a été adoptée. Ni même proposée. Pardon ? Ni même proposé. Ni même proposé. Il y en a une, je vais revenir dans un instant. Et du coup, aussi cette inertie donc de toute la basse administration, parce qu'il y a cette pléthorique administration italienne, cet enchevêtrement de maquis, de règlements qui fait que, puis la faible productivité, disons, de cette administration.
L'autre question sur laquelle justement Luigi Di Maio essaye de se faire valoir, c'est qu'il a inventé ce qu'il appelle le décret dignité. Le décret dignité, c'est d'essayer d'empêcher la publicité pour les jeux de hasard, pour essayer d'éviter ce type d'addiction, pour essayer de réduire la durée des contrats à durée déterminée. Et on voit très bien qu'il essaye de faire passer ces mesures parce qu'il ne peut pas justement atteindre immédiatement le revenu de citoyenneté. Donc, combien de temps l'opinion italienne, qui soutient le gouvernement à près de 60% actuellement, 60% des Italiens sont derrière le gouvernement, combien de temps ça va durer? Évidemment, je ne peux pas répondre à cette question. Est-ce qu'on va vers une urbanisation? Alors, c'est vraiment une grande question. C'est-à-dire, si on entend par urbanisation la notion de démocratie illibérale, il va y avoir un enjeu incontestable. Parce que ce qui unit ces deux formations, il y a trois choses fondamentales. Parce qu'ils ont des points de divergence, mais ils ont des points d'accord. La première, c'est l'idée de la souveraineté nationale. C'est-à-dire, c'est l'idée de la prééminence absolue de la souveraineté nationale, par exemple, contre l'idée de la souveraineté européenne de Macron. Là, il y a une divergence de fond. Et ça, par rapport même à l'Italie europhile qu'on a connue pendant près de 30 ou 40 ans, il y a une rupture. Et qui correspond, d'après moi, à ce grand mouvement qui a commencé depuis les années 90, que moi j'appelle la montée d'un sentiment nationalitaire. Je dis pas nationaliste. C'est la grande idée, mais finalement, depuis, là, il y a une unité italienne. Mais qu'est-ce que c'est que l'Italie? Qu'est-ce que c'est qu'être italien? Surtout par rapport au choc migratoire. La deuxième chose qui les unit, et ça c'est un élément tout à fait important, c'est l'idée de la démocratie directe. Et là, on est proche de quelque chose à la Orban. Ils ont créé le premier ministère dans toute l'histoire de la République italienne, ministère des relations avec le Parlement et de la démocratie directe. Qu'est-ce qu'ils entendent par démocratie directe? Deux choses. D'une part, la généralisation des référendums abrogatifs qui existent dans la Constitution italienne, et d'autre part, l'invention de référendums de proposition qui se posera un changement constitutionnel qu'ils sont pas en mesure de faire pour le moment parce qu'ils n'ont pas la majorité qualifiée dans les deux assemblées. Ça, c'est vraiment leur idée fondamentale. Et la deuxième chose, c'est la généralisation de tout ce qui passe par les réseaux sociaux. Donc, ils ont cette idée, et que la démocratie directe pourrait l'emporter sur la démocratie libérale et représentative. Et la troisième chose, mais là ça mérite vraiment une discussion un peu plus approfondie, c'est leur rapport à l'Union européenne, qui est un rapport plus compliqué qu'on ne le croit, critique, mais en même temps dans certaines limites. Lucille Schmidt. Oui, justement, c'est parfait, parce que je voulais vous interroger, Marc Lazare, sur les ressorts de l'euroscepticisme italien, puisqu'on n'arrête pas de nous dire, l'Italie a été une puissance fondatrice de l'Union européenne, voilà, donc le sentiment pro-européen a été, comme vous le rappeliez, très puissant pendant 30 ans au sein de la société italienne, sans doute plus puissant que dans la société française, par exemple. Après, on voit bien que là, ce sont deux partis assez eurosceptiques qui l'ont emporté. Eurosceptiques différemment entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles, parce que, par exemple, le mouvement 5 étoiles avait envoyé des députés européens assez talentueux au Parlement européen, qui d'ailleurs ont été d'un groupe à l'autre et qui ne sont pas restés du côté, au fait, des populistes. Donc là encore, il y a eu une sorte de flexibilité. On voit bien que l'euroscepticisme anglais n'a rien à voir avec l'euroscepticisme italien. Alors sur quoi repose-t-il? Moi, je me rappelle quand même que Mario Monti, lorsqu'il était devenu président du Conseil et ancien commissaire donc européen à la concurrence notamment, avait dit: je fais un gouvernement technique et c'est très bien que personne n'ait de passé politique dans mon gouvernement. Et au fond, est-ce que c'est pas cette espèce aussi de dérive assez technocratique de l'Union européenne qui n'incarne plus l'idéal européen, qui se trouve critiqué en Italie? Et deuxième question par rapport à ça, est-ce que les politiques d'austérité, enfin comme on les nomme, entre guillemets, si je puis dire, est-ce que ça n'a pas conduit au sentiment que l'aggravation de la pauvreté en Italie est en partie due à l'Union européenne, que ce soit juste ou pas? Est-ce que vous pourriez nous éclairer là-dessus? Marc Lazare. Alors, il faut peut-être distinguer deux aspects. D'abord, ce qui s'est passé dans l'opinion et puis les propositions des formations politiques. Oui, l'Italie a été un pays pro-européen. Pas aussi facilement qu'on le reconstitue aujourd'hui. Lorsque Alcide De Gasperi, le démocrate chrétien, avec Adenauer, avec Schuman, devient un des pères fondateurs de l'Europe, c'est contre le Parti communiste italien, le Parti socialiste italien. C'était pas n'importe quoi à l'époque, c'était près de 40% des voix. Et deuxièmement, c'est contre tous les milieux patronaux qui étaient protectionnistes en Italie. Il impose cela. La deuxième grande étape, c'est le ralliement des socialistes italiens qui sortent de leur alliance avec les communistes à la fin des années 50 et début des années 60.
60. Et le troisième grand moment, et ça c'est le grand moment, j'allais dire, de ferveur européenne, c'est lorsque le Parti communiste italien va se rallier à l'Europe. Donc on est dans les années 70, autour de la figure que les plus anciens connaissent et les plus jeunes devraient connaître, d'Enrico Berlinguer. Là, c'est le grand moment. Et là, on a un consensus, parce que ces partis représentent à l'époque plus de 75% des votes, 75 à 80% des votes, et parce que les Italiens s'y retrouvent pour deux raisons fondamentales. D'abord, parce qu'il y a ce rapport compliqué à la nation à l'issue du fascisme. On n'insiste pas trop sur la nation, parce qu'il y a eu 20 années d'exaltation nationaliste, système un peu comparable à ce qui se passe en Allemagne. Et d'autre part, et surtout, parce que être dans l'Europe, c'est des avantages matériels. C'est le grand moment du miracle économique de l'Italie des années 50. C'est la généralisation de la richesse italienne. C'est le décollage, le taking off de l'Italie, dont je rappelle quand même qu'elle est la troisième puissance économique et la deuxième puissance industrielle de l'Union européenne aujourd'hui. Alors, quand est-ce que ça commence à se dégrader du point de vue de l'opinion? À partir de l'entrée dans l'euro. Pour rentrer dans l'euro, rappelez-vous, l'Italie fait de grands sacrifices. D'abord, c'est un objet de discussion avec ses partenaires. Elle fait de grands sacrifices demandés aux Italiens. Et les Italiens le font en pensant que l'avantage va être immédiat. Et la perception de l'opinion, c'est que cet avantage n'a pas existé, que leur pouvoir d'achat a été réduit. Alors, tous les économistes expliquent que c'est pas vrai, mais que sur les produits de première nécessité, c'est la perception. Mais on le sait, dans toute l'Europe, on a le même phénomène. Les petites entreprises italiennes, 4,5 millions, commencent à se dire qu'ils n'ont plus l'arme de la dévaluation compétitive de la lire dont ils profitaient beaucoup. Et donc, ça suppose qu'ils s'adaptent à une concurrence redoutable, redoublée par la crise économique et financière de 2007-2008 et l'arrivée sur les produits de base qui faisaient la fortune des petites industries italiennes, c'est-à-dire les petits pulls, les petites choses qu'on achetait parce que c'était le côté sympathique, mais que vous jetiez les chaussures au bout de 3 mois parce que c'est les produits indiens et chinois qui arrivent. Et donc, il commence à y avoir un malaise important. La situation des politiques d'austérité que l'Italie s'est pris en pleine figure, et notamment dans le sud de l'Italie. Et puis, la situation des migrants. Et là, il y a eu ce sentiment d'abandon complet par rapport à l'Union européenne et par rapport, en particulier, il faut le dire, à la France. Ça a commencé avec François Hollande et Manuel Valls, la fermeture des frontières, ça a été poursuivi par Emmanuel Macron, et on a vu ressurgir tout ce rapport un peu compliqué d'amour et haine entre la France et par ailleurs par rapport à d'autres pays européens, mais vraiment la France est devenue la cible principale. Et donc on a eu cette montée en puissance qu'on a très bien vu dans toutes les enquêtes d'opinion, d'une europhilie à une euromorosité à un euroscepticisme. Toutes les enquêtes d'opinion démontrent aujourd'hui que les Italiens sont plus eurosceptiques que les Français, mais quand on regarde dans la zone euro ce qui se passe, ils restent attachés en majorité relative à l'euro, mais de tous les pays de la zone euro, c'est la majorité relative la plus faible. Dans la grande enquête faite par la Fondation pour l'innovation politique, par Dominique Régnier en 2017, remarquable enquête qui s'appelait « Où va la démocratie ?», sur près de 28 000 questionnaires dans toute l'Europe. Les Italiens, à 41% avaient confiance dans la zone euro. Les Français, en mars 2017, 62%. Donc, mais voilà, il y a une critique de l'Europe, mais quand même, on se dit il vaut mieux rester dans la zone euro. Qu'est-ce qu'ont fait les partis politiques ? À partir des années 90, Forza Italia c'est-à-dire le parti de Berlusconi, a été partagé entre les pro-européens et les eurosceptiques. Ça a commencé comme cela. Deuxièmement, la Ligue, qui était pro-européenne au départ, parce qu'elle voulait la rupture avec le Sud et être encore plus intégrée dans l'Europe, à cause de ces chefs d'entreprise qui considèrent qu'ils n'ont plus l'arme de la monnaie de la dévaluation compétitive, vont basculer dans une critique de plus en plus forte de l'Europe. Pour ses politiques d'austérité, pour son côté non démocratique, et après, donc, à cause de son absence de solidarité sur les questions des migrants. Le mouvement 5 étoiles va se développer aussi, dans un premier temps, dans une critique de l'Union européenne, et j'ai rappelé que l'attitude ambivalente de Matteo Renzi pour une sorte de tactique politique qui n'a pas peut-être été du meilleur aloi du point de vue de l'idéal européen. Le mouvement 5 étoiles a évolué, c'est vrai, vous avez raison, par le fait qu'il y a un certain nombre de parlementaires qui ont commencé à prendre conscience de l'intérêt du travail parlementaire à Strasbourg ou à Bruxelles,
selon les lieux où il se réunit. Et par ailleurs, parce que Luigi Di Maio, son dirigeant, vraiment, c'est un homme pragmatique. Et il s'est rendu compte, après ce qui s'est passé en France en 2017 et le débat Le Pen-Macron, que s'il continuait à être sur une politique systématique d'hostilité à l'euro, il risquait quand même de perdre une partie du consensus électoral. Donc ils sont dans une attitude que je qualifierais d'ambivalente. Vous avez évoqué, Philippe Meyer, je termine là-dessus, excusez-moi de cette long développement, mais c'est vraiment important. Vous avez dit, le ministre de l'économie exclut l'hypothèse de sortie de l'euro. C'est quasiment général maintenant dans le gouvernement. Ils agitent de temps en temps cette perspective. Je pense, pour essayer d'obtenir quelques concessions du reste des pays européens. Je ne vois pas pour le moment, peut-être que je me trompe, je ne vois ni la Ligue, ni le mouvement 5 étoiles revenir à l'idée il faut sortir de la zone euro. Et M. Savonin, dont on a parlé, qui avait été pressenti pour être ministre de l'économie, et qui est maintenant ministre des Affaires européennes, il était aux côtés de Carlo Azeglio Ciampi pour négocier le traité de Maastricht, il ne faut jamais oublier. Il était, et il l'explique toujours pour la zone euro. Ce qu'il conteste, c'est la gestion de la zone euro. Et il l'a répété, il a des propos très durs anti-allemands, mais quand on lit attentivement son livre, il n'est absolument pas pour un plan B à la Mélenchon. Absolument pas. Donc moi, je crois que c'est plus une arme pour essayer d'obtenir des concessions, y compris parce qu'une grande partie de l'électorat italien veut au fond quand même rester dans la zone euro. Marc-Olivier Padis. Oui, à propos des relations avec la France, vous y avez fait allusion tout à l'heure, on s'est réveillé un peu tard en fait. Depuis l'élection du président de la République, Emmanuel Macron s'est beaucoup focalisé sur ses discussions avec l'Allemagne sur la réforme de la zone euro, qui a pesé sur la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Et donc, il a beaucoup misé son capital politique sur le fait de pouvoir faire bouger la position allemande sur cette gestion-là. Et on a l'impression qu'il a prêté trop peu d'attention à la situation en Italie et à la dégradation extraordinairement rapide des relations entre la France et l'Italie, parce que on relève, enfin, même quelqu'un comme Mario Monti, qui est quand même très pro-européen, a déclaré récemment, à l'occasion des difficultés entre la France et l'Italie, que la position française était inacceptable. Donc, c'est pas du tout un point de vue extrémiste en Italie. Je crois que c'est très partagé, en réalité. Et comment est-ce que vous expliquez ce retard alors là, c'est plutôt du côté français, c'est-à-dire dans cette mauvaise perception de la situation italienne, et comment on a pu laisser se dégrader la situation aussi vite? Alors, j'ai quelques scrupules à dire ce que je vais dire devant vous, monsieur l'ambassadeur. Je crois qu'il y a une constante de la politique du Quai d'Orsay qui est la suivante. Le rapport fondamental, c'est entre la France et l'Allemagne. Et quand, dans ce long mariage qui a existé entre la France et l'Allemagne, il y a une certaine usure dans le mariage, comme ça arrive dans d'autres couples, tout à coup, la France se rappelle qu'elle a une merveilleuse maîtresse qui s'appelle l'Italie. Et donc, elle réactive son rapport avec l'Italie, en dehors de toute discussion genrée autour de mon propos. Et elle se dit, l'Italie, mais elle va nous servir, on va reprendre une petite histoire. Et donc, l'Italie est toute contente que son amant ou sa propre maîtresse, la France, revienne vers elle. Mais évidemment, l'objectif français, c'est absolument pas de nouer une relation nouvelle avec l'Italie, c'est de remettre un peu de piquant dans la relation avec l'Allemagne. Et cette perception est horriblement mal vécue par l'Italie depuis très longtemps. Et ça, c'est une constante. Et donc, quand il y a des problèmes avec l'Allemagne, effectivement, on pense à l'Italie. Ça, d'après moi, je ne sais pas si vous serez d'accord, monsieur l'ambassadeur, je pense que ça, c'est vraiment une constante et qui pose un problème, d'après moi, dans notre politique étrangère en Europe. La deuxième chose, c'est que, effectivement, un certain nombre de déclarations du gouvernement, Bruno Le Maire, en particulier, et le président de la République, lorsqu'il y a eu la formation de ce gouvernement, ont été des déclarations extraordinairement dures, polémiques. On est même parfois presque allé à dire que les électeurs italiens étaient absolument ignorants. Enfin, on a eu des propos inconsidérés, et notamment sur la question des migrants. Et de ce point de vue-là, ça n'a fait qu'alimenter ce sentiment de l'Italie que, encore une fois, la France est arrogante, ne prend pas en considération ses particularités et ses problèmes réels. Il y a une évolution depuis quelque temps, et elle est, me semble-t-il, très claire. Cette évolution, c'est de dire, ce gouvernement, c'est mon analyse, peut-être que je me trompe, mais je n'ai aucune information particulière, mais je réfléchis, j'observe. C'est de dire, il y a un gouvernement compliqué, avec des forces contradictoires,
des ministres de la Ligue, des ministres du mouvement 5 étoiles, un président du Conseil dont on a parlé, le président de la République, des ministres techniques, un mouvement 5 étoiles de plus en plus embarrassé par cette alliance, parce que la Ligue ne fait que progresser, et des voix s'élèvent à l'intérieur du mouvement 5 étoiles pour dire, mais est-ce qu'on a vraiment bien fait de faire cette alliance ? Il y a une crise qui est en train de s'instaurer au sein du mouvement 5 étoiles. Et donc, me semble-t-il, l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on ne peut pas dissocier M. Conte et le mouvement 5 étoiles de cet ensemble de gouvernements. Et donc, essayons de trouver des accords avec M. Conte, traitons-le bien, faisons quelques concessions pour essayer justement de renouer un rapport avec l'Italie, parce que l'Italie est absolument indispensable pour la France et pour ses objectifs. Et essayons d'accompagner peut-être l'évolution dont vous parliez, Lucile, du mouvement 5 étoiles, dans la perspective de quoi ? Des élections européennes. Parce que l'objectif de Macron, c'est la République en marche au niveau européen. Il n'y a pas d'allié possible en Allemagne. Il y a un allié en Espagne qui s'appelle Ciudadanos. Il y avait un allié, a priori, en Italie, c'est le Parti démocrate, mais il est dans une telle situation qu'il faut peut-être avoir deux fers au feu, le Parti démocrate et le mouvement 5 étoiles. Donc je crois du coup que ça introduit un peu de nuance, et la presse italienne, au lendemain du premier jour du Conseil européen de la fin juin, a tout à coup dit, mais tiens, il y a une évolution manifestement du gouvernement français, puisque semble-t-il, le texte sur lequel l'accord a été scellé a été directement écrit entre Macron et Giuseppe Conte. Oui, ce qui montre quand même que nous sommes en effet très arrogants à l'égard de l'Italie, c'est que ces divergences à l'intérieur de cette coalition, si nous avions fait attention, il n'y a aucune raison que le personnel diplomatique français en poste en Italie soit plus mauvais qu'ailleurs, et effectivement, le président de la République se serait abstenu de faire sa déclaration. Monsieur le maire, c'est monsieur le maire. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais le président de la République n'aurait pas fait une déclaration aussi brutale, aussi étonnante, et au fond, pas tellement dans cette manière, c'est-à-dire qu'il est un peu la déclaration qu'on fait à l'égard d'un enfant arriéré, qui tout à coup se met à vous empêcher de partir en vacances à l'heure que vous voulez, et la destinée qui retarde votre avancée. François Bujon de l'Étang. Oui, je voulais dire à Marc Lazare, non seulement qu'il ne m'horrifie pas du tout, mais que j'entends des échos de choses que j'ai dites à ce même micro. Philippe en est témoin, il n'y a pas si longtemps, où j'ai beaucoup critiqué le fait que la diplomatie française, quand elle avait l'occasion d'humilier l'Italie, ne la ratait jamais, et savait toujours comment faire pour traiter l'Italie au mieux par-dessous la jambe. Malheureusement, on l'a montré dans beaucoup de cas, et dans des cas récents. C'est vrai sur le plan des affaires également. Dans le monde des affaires, l'affaire des chantiers de Saint-Nazaire, ou les affaires de Télécom Italia ont été très mal vécues en Italie parce que la France a traité l'Italie d'une façon arrogante. Alors je reviens sur un sujet diplomatique important et qui est très important pour Monsieur Salvini, qui est celui de la Libye. Dans le domaine de la Libye, nous avons ajouté l'insulte à la blessure, là aussi, en faisant une conférence à la salle Saint-Cloud à laquelle on avait invité les différentes parties libyennes. On avait simplement négligé d'informer les Italiens, de les inviter d'abord, mais même de les informer, et ils l'ont appris par le journal. Monsieur Salvini s'efforce aujourd'hui, à la suite d'ailleurs de ses prédécesseurs du gouvernement précédent, de négocier des arrangements concrets avec la Libye, pour essayer de d'endiguer le flot de migrants. Comment la France et l'Italie pourraient-elles s'associer pour une action efficace envers la Libye ? Quel conseil donneriez-vous au président de la République s'il vous appelait aujourd'hui en vous disant « Mais qu'est-ce que vous me conseillez de faire pour essayer de faire progresser avec nos amis italiens le problème libyen ?» Marc Lazare. Vous avez tout à fait raison de rappeler l'épisode de la selle Saint-Cloud, où à l'époque, c'était pas le gouvernement actuel, c'était le gouvernement de Monsieur Gentiloni, avec lequel il y avait beaucoup de points de convergence et d'accord, et ça a été vécu, vous avez tout à fait raison, comme une énième preuve de l'arrogance, de la suffisance française, notamment depuis l'intervention française en Libye, qui a toujours été très 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 mal interprétée et perçue. L'Italie est persuadée, un, que la France de nouveau est toujours un pays colonialiste, et deux, qu'elle essaye de défendre, voire d'augmenter ses intérêts économiques et notamment pétroliers en Libye. Donc là, il y a un sujet de rivalité fondamentale. Matteo Salvini, effectivement, est allé en Libye pour deux raisons. D'une part, pour essayer de trouver, effectivement, dans la lignée du prédécesseur au ministère de l'Intérieur, qui était un ministre du Parti démocrate, Monsieur Minniti, un ancien communiste, d'essayer d'établir des camps
sur lequel beaucoup d'organisations non gouvernementales considèrent que le traitement des personnes qui y sont laisse plus qu'à désirer, mais en tout cas pour essayer de retenir effectivement les personnes qui essayent de passer la Méditerranée en Libye et éviter évidemment d'emprunter les passages proposés par les passeurs dans des conditions dramatiques comme on le sait. Et pour l'autre raison, c'est pour essayer d'affirmer la présence italienne, justement, la présence, si j'ose dire, historique, coloniale elle aussi, culturelle, en Italie. Quel conseil je donnerais au président de la République ? Je pense que ce serait celui sur lequel nous aurions un point d'accord, que de penser que sur toute question qui est relative à la Libye, d'avoir une coordination étroite entre la France et l'Italie. Ce sera peut-être l'objectif. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un sommet franco-italien chaque année et que le président Conte a proposé au président Macron qu'il se fasse à Rome, d'un point de vue tout à fait symbolique, pour essayer de maintenir les rapports. On verra comment ça pourra se faire. Quelle est la date de ce prochain sommet ? Normalement, c'est autour du mois d'octobre ou du mois de novembre. Je ne connais pas encore la date exacte. D'ici là, on peut espérer qu'il y aura eu diverses formes de rapprochement et d'assouplissement. Oui, notamment, il y a une entreprise qui est en cours et qu'il faut rappeler ou dont il faut informer les auditeurs. C'est le fameux traité du Quirinal. Le président Macron et le président du Conseil Gentiloni, au mois de janvier dernier, ont proposé l'établissement, l'écriture d'un traité qui s'appellerait du Quirinal, c'est-à-dire là où... Comme il y avait eu le traité de l'Élysée avec l'Allemagne. Ce qui est intéressant, Philippe Meyer, c'est qu'il n'y a aucun traité jusqu'ici qui a été signé au palais présidentiel en Italie, qui était d'ailleurs l'ancien palais des rois, et dont je vous recommande la visite. Et dans ce palais du Quirinal, donc c'est un geste symbolique, c'est-à-dire c'était assez habile. Quelle que soit l'issue du gouvernement, ça se fera à la présidence de la République. Et il y a un groupe qu'on appelle de sages, qui est composé de 3 Français et de 3 Italiens, qui ont élaboré un texte. Je sais qu'il a été soumis au président de la République en France. Je ne sais pas ce qu'il en est du côté italien. Je sais que le président de la République française souhaite que ce processus aille jusqu'au bout. Je sais, pour connaître les 6 sages français et italiens, qu'ils continuent leur travail en espérant que ça puisse aboutir. Et ça sera vraiment un test très important des rapports franco-italiens avec ce gouvernement-là. Et on n'a pas encore d'idée sur le contenu ou sur quelques éléments du contenu de ce traité du Quirinal ? L'essentiel, c'est d'affirmer justement la solidité des relations entre nos deux pays. C'est pas dit comme ça dans le texte que je n'ai pas lu, au-delà des péripéties politiques, et notamment, ça a été rappelé par vous, monsieur, tout ce qui concerne les rapports économiques. On est quand même le 2e partenaire réciproque économique et commercial entre la France et l'Italie. L'Italie a un commerce excédentaire par rapport à nous. La puissance des relations historiques, amicales, culturelles, éducatives entre nos deux pays, et de faire en sorte que tout cela se développe. Marc Lazare, je vous remercie. C'était un plaisir de faire cette première émission thématique d'une série de 9 avec vous, avec votre allant habituel. Et je signale à nos auditeurs que la semaine prochaine, nous continuerons cette série d'émissions thématiques en nous intéressant à la politique de la santé et en recevant Jean de Kervasdoué. Jean de Kervasdoué, qui a été directeur général des hôpitaux et qui est actuellement professeur au Conservatoire national des arts et métiers. Je voudrais remercier Valentin Petit et Alicia Douchet avec qui cette émission a été préparée, remercier Nicolas Tourneau qui tient notre site, remercier Maxime Olivier et Thibaut Delage du studio L'Arrière-Boutique dans lequel nous avons enregistré cette émission, ainsi que Juliane Neuville et Nouvelles Écoutes qui produit cette émission. Et puis, je voudrais remercier les assureurs de MMA qui soutiennent cette série d'émissions thématiques et remercier bien sûr tous les auditeurs qui, en s'étant rendus ou en s'apprêtant à se rendre sur notre site www.lenouvelespritpublic.fr, manifesteront leur soutien en s'abonnant à notre podcast. Merci à vous tous et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission thématique consacrée donc à la politique de santé.